juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un superbe podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir. À mes côtés, comme d'habitude, Olivier de Scooter est là. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous, ravi d'être parmi vous. Aujourd'hui, nous avons une sportive, mais pas que. Elle va revenir avec nous sur tout ça. Je suis très heureux de recevoir Alice Michel. Salut Alice. Salut Armano, salut Olivier, merci de me recevoir aujourd'hui. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Tu connais un petit peu le podcast, donc tu sais quelles questions on va te poser. Tout d'abord, on aime bien savoir plus sur notre invitée et je crois que le plus simple, c'est qu'elle se présente. Donc dis-nous tout. Qui est Alice Michel ? Alors moi je suis Alice Michel, j'ai 26 ans, je suis diététicienne nutritionniste, je suis aussi professeure dans un établissement scolaire de la seconde au BTS deuxième année où j'enseigne tout ce qui est la nutrition, la prévention de l'activité physique et l'impact de l'homme sur l'environnement. Et après à côté donc je fais du sport. Au niveau de ce que je fais du 10 km au marathon en passant par le semi. Et je m'entraîne sur Paris principalement avec mon club d'entraînement tous les mardis et tous les dimanches en groupe. Et après, c'est plus en solo. Voilà un peu pour une petite intro rapide sur moi. Si je ne m'abuse, aujourd'hui, tu n'es pas à Paris. Qu'est-ce que tu nous fais là ces quelques derniers jours ? Alors là, je suis à Font-Romeu depuis 2 semaines et demie. Je suis arrivée le 5 août et donc là ça va faire 2 semaines et demie. Je suis en entraînement principalement pour préparer le SMI de Copenhague et si tout va bien les championnats de France de SMI la semaine qui suit. On va voir comment se passe la récup entre les deux. Donc j'essaie de m'y remettre un peu sérieusement parce que la fin de saison était un peu compliquée pour moi. Donc là je reviens à Font-Romeu pour reprendre un peu tout ça depuis le début. Bon, on va revenir avec toi là-dessus. Attends, juste avant qu'on rentre dans le détail, j'ai vu passer ton meilleur chrono sur marathon. Tu veux bien nous le partager ? C'est juste pour mettre un petit peu dans l'ambiance et je pense que certains et certaines de nos auditeurs et nos auditrices seraient heureux de faire le même type de chrono. J'ai fait Valence du coup en 2022 et j'ai fait 2h43, 32 et je refais cette année du coup en 2023 je serai de nouveau dessus. Bon, est-ce que tu as des velléités, des objectifs de descendre encore en dessous de ce chrono-là et peut-être te qualifier pour la petite fête de campagne qui est prévue à Paris l'année prochaine ? J'aimerais bien passer sous les 2,40 déjà, ce serait déjà bien. Et après, petite fête de campagne, faut encore un peu monter le niveau pour espérer être en août aligné sur les JO. C'est un peu ambitieux là à mon niveau. Bon, en tout cas 2,42 c'est un super chrono, franchement bravo, félicitations. On va pouvoir revenir un petit peu avec toi sur tout ça, sur tout ton parcours. Qu'est-ce qui a, pour revenir un petit peu à la base, c'est quoi tes premiers souvenirs de sport ? Qu'est-ce qui t'a fait faire du sport, fait pratiquer ? Ce qui m'a fait pratiquer, c'est d'ailleurs ce qui me fait aussi pratiquer aujourd'hui. J'ai commencé en fait avec, comme beaucoup de monde, les crosses UNSS. Et c'est vraiment l'esprit d'équipe, le fait d'être en équipe, de pouvoir compter des points, de maîtriser une partie de la course, ma partie à moi, mais en fait que pour tout le reste, qu'on soit 4 dans l'équipe, en fait il y a 75% de la course ou du résultat qu'on va pas maîtriser parce que c'est le fait d'être en équipe et je trouve que c'est ce qui apporte vraiment du charme à la compétition et moi c'est ce que j'aime vraiment, ce que je préfère vraiment c'est les courses en équipe dès qu'il va y avoir là par exemple les championnats de France de semi-marathon, j'aime bien y aller parce qu'on peut y aller en équipe et ça je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc j'ai commencé au cross du collège avec les filles avec lesquelles je m'entraînais et après on se prend vite au jeu des chronos, d'augmenter les distances du 10 km, du semi au marathon et après une fois qu'on a un pied dedans c'est dur de faire marche arrière parce que c'est un peu l'équilibre de vie qu'on se construit en fait au fil des années. Ouais, surtout que courir en marche arrière c'est déjà fait. On a déjà eu Guillaume de Lustrac qui est venu nous expliquer son exploit sur marathon. Donc avec toi on va rester sur une course dans le bon sens, sur une course en marche avant. On va essayer de rester en marche avant, ce sera déjà bien. Bon, tu m'as quand même l'air un peu hyperactif parce que sportive, de haut niveau, professeur, nutritionniste, diététicienne,
Quand est-ce que tu trouves du temps pour faire tout ça? C'est vraiment une optimisation. J'essaie d'optimiser tout le temps, mais c'est vrai que des fois, je pense que c'est ce qui m'a un peu fatiguée à la fin d'année là. C'est de toujours devoir avoir une pause de midi d'1h20 et en fait essayer d'aller caler un footing de 40 minutes, mais il faut rentrer, prendre une douche, manger. Après, on reprend les cours. Le soir, en plus, je vais au travail en vélo, donc c'est vrai que ça rajoute 40 minutes le matin, 40 minutes le soir. Je rentre le soir, faut que je retourne faire un footing. Et c'est vrai que tout ça, c'est toujours un peu pas en dents de scie, mais il faut toujours le matin quand je me réveille, je sais que la journée elle est fixée, optimisée et que ce que je vais faire jusqu'à 21h quoi. Donc des fois c'est un peu fatigant, mais après c'est aussi le matin je me lève, je sais que j'ai des choses à faire et heureusement que j'ai ça parce que sinon je pense que je m'ennuierais quand même bien les journées. Mais des fois un peu de repos ça fait pas de mal non plus. J'imagine que tu fais ça aussi pour le plaisir, tu fais pas ça juste pour dire je fais 2,42 au marathon et encore plus rapide au semi, c'est aussi un plaisir pour toi. Ah non, oui, j'adore ça. Non, mais sinon c'est sûr que je ferais pas ça. Si ce serait une contrainte et que j'aimerais pas courir, la priorité dans l'entraînement, c'est vraiment le plaisir. Si j'ai plus de plaisir à courir, je pense que c'est le moment où il faut couper au moins pour retrouver le plaisir et avoir envie d'y retourner. Parce que si je vais à l'entraînement en marche arrière, déjà s'il y a pas de plaisir, il y a pas de performance et en plus, on se casse les dents à toutes les séances, à tous les footings. Donc non, moi j'adore ça, ça permet de s'évader, de se retrouver aussi, d'aller faire un footing seul, parce que à Paris bon il y a du monde un peu comme partout, mais ça permet aussi de couper vraiment avec le reste, le reste du travail, du professionnel, du personnel, ça fait une petite bulle autour de soi quoi. Et la gestion du temps, c'est souvent un des gros challenges quand on est athlète. Qu'on fasse du sport à plus ou moins haut niveau, mais dès qu'on veut commencer à s'entraîner plus de 2-3 fois par semaine, ça peut commencer à devenir un challenge, surtout si on a une vie pro qui est déjà bien remplie ou une vie familiale et toutes les autres contraintes qu'on peut avoir dans la vie. On est déjà pas mal revenu là-dessus sur le podcast. Toi, dans ton cas, c'est quoi tes petits tips, tes petits trucs à toi pour gagner du temps? Déjà pour gagner du temps, je pense que je suis bien cadrée sur la semaine et je sais le lundi, le mardi, le mercredi, c'est à peu près ça se répète en fait, toutes les semaines ça se répète. Le mardi par exemple, c'est tout le temps à 19h30 mon entraînement sur la piste, donc je sais qu'il y a des choses qui sont calées dans la semaine et qui bougent pas. Donc en fait le fait que ce soit déjà bien fixé, je pense que ça me fait gagner du temps parce que je me dis pas j'ai pas besoin de réfléchir à l'heure à laquelle j'y vais ou quand je vais caler ma séance ou des choses comme ça, parce que c'est déjà mis en place. Après des choses sur lesquelles j'essaie de gagner ce qui va me faire gagner du temps, oui, c'est les lieux d'entraînement, je les connais, donc je sais où je vais aller faire ma séance, où je vais aller faire ma séance de fartlek, des choses comme ça, c'est des petits rituels au final qui sont mis en place et au bout d'un moment ça fait gagner du temps parce que j'ai même plus besoin de réfléchir mon tour d'échauffement si je veux le faire de 25 minutes, lequel je veux faire. Par contre si je veux faire 40 minutes de tour d'échauffement, lequel je vais faire, des choses comme ça que au final j'ai plus besoin de réfléchir parce que ça se met en place tout seul quoi. Ouais, c'est d'avoir des espèces d'automatisation comme ça où en fait t'as plus qu'à dérouler et tu dois pas trop réfléchir quoi. Ça c'est important en fait ça te quitte de la charge mentale quoi. Ouais complètement, ça enlève de la charge mentale. Après c'est pas pour ça que j'aime pas aller m'entraîner ailleurs et quand je pars en vacances au final c'est super cool d'aller s'entraîner dans des autres endroits parce que justement ça fait changer un peu le cadre. Mais c'est vrai que quand on veut une routine et que justement à côté il y a la vie comme tu dis personnelle, professionnelle qu'il faut gérer, ça enlève quand même une partie de charge mentale d'avoir des choses déjà bien mises en place. Non, effectivement, et je pense que c'est un peu ce qu'on en avait parlé aussi notamment dans le bouquin qu'on avait écrit Devenir triathlète. Il y avait une partie sur la prépa mentale pour construire des habitudes. En fait, comment on fait pour faire en sorte qu'on ait des habitudes dans notre vie de tous les jours, pour justement diminuer la charge mentale et que les choses, elles se fassent quasiment automatiquement. Qu'on se dise, en fait, voilà, je sais que c'est mardi, je sais que je dois faire telle chose à telle heure, je sais où est-ce que je dois aller, je sais de quel équipement j'ai besoin, etc. Enfin, en fait, faire les choses limite sans réfléchir. Et c'est comme ça qu'on parvient à mettre beaucoup de choses, parce que sinon si à chaque fois tu dois te poser effectivement la question de est-ce que je mets telle chaussure ou telle chaussure, est-ce que je tourne à gauche, à droite, et donc en fait c'est ça qui est le plus compliqué quoi. Ouais, puis c'est marrant parce que c'est vraiment en fait le fait de le dire là, je m'en rends encore plus compte que c'est des automatismes, parce que au fait au quotidien je me rends pas compte que le jeudi je vais même pas réfléchir, je mets ma paire de tempo et je me pose pas la question pendant 4 jours avant laquelle paire de chaussures je vais mettre quoi. Au final c'est vrai que c'est vraiment des automatismes qui sont mis en place et j'y pense même pas la semaine quoi. Enfin c'est vraiment le tour du lundi, je sais très bien lequel je vais faire quand je pars courir 50 minutes quoi.
Ça, je crois que c'est la grande différence entre les... Alors, au-delà des athlètes, hein, je pense que les gens qui ont tendance à faire beaucoup de choses et à être efficaces aussi dans leur journée, c'est parce qu'ils parviennent justement à avoir ces automatismes-là. Parce que ça devient un réflexe, en fait. C'est comme, enfin, tu dois pas réfléchir à comment respirer, à comment digérer. Bah, en fait, si tu dois plus réfléchir à comment t'entraîner, bah, en fait, c'est bon. Tu peux le faire facilement, quoi. Non, mais complètement, c'est vrai. Ouais. Au-delà de ces automatismes, il y a d'autres trucs aussi que tu mets en place? Après, ça va peut-être être les repas qui sont quand même bien fixés à heure régulière ou en fonction de l'entraînement, ou pareil, c'est des choses auxquelles je vais plus trop réfléchir, tu vois, bon, je reprends toujours l'exemple du mardi parce que ça reste la grosse séance de la semaine, mais je sais que je vais avoir une collation à peu près 3 heures avant, des choses comme ça qui sont mises en place, qui font que peut-être sur la séance, du coup, je vais être pas plus performante, mais je vais être moins fatiguée ou des choses comme ça qui font que du coup pour l'entraînement c'est un peu plus optimal, des petites choses comme ça au fur et à mesure qui se mettent bout à bout, qui sont le sommeil, tu vois, c'est des choses auxquelles je vais essayer de faire attention, l'hydratation, un peu tout ce qu'on appelle l'entraînement invisible aujourd'hui, c'est des choses que j'essaye de mettre vraiment de plus en plus en place, parce que quand on veut essayer de progresser tout le temps, en fait c'est pas que la course qu'il va falloir changer, pas que les entraînements, c'est un peu tout ce qu'il y a autour, l'hygiène de vie, c'est le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, le renfort, des choses comme ça, quoi. Essayer d'optimiser un peu tous ces paramètres qui sont non négligeables en fait dans la pratique sportive quand on veut progresser. On va pouvoir revenir sur pas mal de ces points-là. Quand tu parles d'entraînement invisible, effectivement, je pense que c'est un concept qui vaut la peine de creuser un petit peu. Tu parles de nutrition aussi. Bon, toi, c'est aussi ton métier, donc on va aussi pouvoir revenir là-dessus. Mais toujours pour rester dans la logique de gestion du temps et de productivité, tu prépares tes repas à l'avance, tu cuisines toi-même, t'achètes, tu commandes, enfin comment ça se passe? Ouais, non, je cuisine, on achète tout brut en fait, donc on fait, tu vois, les légumes on va les faire, les pâtes, le riz, on va tout faire, rien d'industriel, rien d'acheter de déjà prêt en fait. Bon, des fois on va commander une pizza le dimanche soir, tu vois, mais sinon tout ce qui est la semaine en fait, tout est fait, même le midi en fait, je mange même pas au travail, je me fais vraiment ma lunchbox parce que je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce que je mets dedans, les quantités, les matières grasses, enfin des choses comme ça je sais ce qui va me rester sur l'estomac, ce que je digère bien, ou alors si j'ai une séance le soir, si j'ai fait un footing le matin, ce qu'il faut mieux que je mette dedans. Donc tout ça c'est des choses que moi personnellement je préfère gérer. Après par contre, un peu là où c'est un peu après ça peut être un peu contraignant, c'est qu'une fois que vraiment on fait ses repas et tout, c'est compliqué par contre de faire marche arrière et de retourner une fois aller manger à la cantine, des choses comme ça, parce que on a tellement l'habitude des plats qu'on va se préparer, de ce qu'il y a dedans, de comment on le digère et tout, qu'après des fois faire marche arrière on n'a pas forcément envie, quoi. Alors que dans l'autre sens ça se fait plus facilement, j'ai l'impression. Enfin, quand je vois des collègues, au début ils mangent à la cantine et quand ils commencent à se préparer leur repas, au final pareil ils finissent par souvent préparer leur repas, quoi. Pour la notion vraiment de savoir ce qu'il y a dedans, ce que ça va m'apporter. Donc ouais, je cuisine moi et j'achète. Après c'est pas de la grande cuisine non plus, je fais pas de la grande cuisine, mais j'achète jamais des plats industriels, des choses toutes faites à réchauffer. Ça vraiment je fais jamais. Mais ça c'est un petit peu le secret de nutrition numéro 1, non, de cuisiner soi-même. Ouais, je pense que c'est quand même important, surtout pour en fait dans les plats industriels, faut regarder vraiment la composition, mais souvent il y a énormément d'additifs, d'édulcorants, de sel ajouté, de choses qui sont pas qui n'apportent rien. Concrètement, ça n'apporte rien à l'organisme. Donc en fait, c'est autant se le faire soi-même. Des fois, quand on regarde la compo, même d'une mousse au chocolat, la liste d'ingrédients, il va y avoir 25 ingrédients, alors que quand on fait une mousse au chocolat chez soi, il va y avoir 4 ou 5 ingrédients, quoi. Donc là, on se dit, oui, en fait, il y a des choses qui servent à rien et qui vont plus nous pénaliser qu'autre chose, que ce soit dans le sport, là, mais là, c'est aussi pour quelqu'un qui fait pas de sport. Ça reste quand même assez général. Mais donc, bon, ça, forcément, pour l'aspect qualitatif et apport nutritionnel, c'est une chose, mais donc, si on reste dans la partie timing, bon, cuisiner, ça prend du temps, par contre. Donc là, tu perds plus du temps qu'autre chose. Potentiellement, si tu te dis tous les soirs, je commande une pizza, j'imagine que tu gagnerais du temps.
Ouais, oui, non, je vois ce que tu veux dire, mais après, ouais, je peux pas commander une pizza tous les soirs, bon, pour plein de raisons, mais. J'imagine, Non, mais je prends un exemple un peu, mais un peu extrême. après, en vrai, faire chauffer des pâtes, une courgette, un oignon et mettre de l'huile d'olive dedans, ça me prend pas non plus 2 heures, quoi. Et le truc, c'est que ce que je fais, c'est que le soir, je vais faire en plus grande quantité, comme ça, le lendemain, j'ai une lunchbox de prête pour le lendemain midi, quoi. Donc des fois, il y a des doublons un peu dans les repas, mais au final, ça me fait gagner du temps. Et comme ça, ça me fait gagner du temps dans le fait que j'ai le même repas. Enfin, je fais plus pour en avoir le lendemain, quoi. Et après, faire chauffer de l'eau, le temps d'aller prendre une douche et tout, bon, ça me prend pas non plus un temps fou. Mettre au four des patates douces, des trucs comme ça. Parce qu'il y a quand même, tu vois, par exemple, cuisiner à la vapeur, il suffit de couper des légumes et les mettre dans la cocotte, minute, quoi. Donc au final, ça me prend pas un temps Tu fou. vas nous donner tes 10 recettes clés pour gagner du temps et pour être performant. Mais Et petite question, est-ce que tu pousses le vice jusqu'à sourcer tes produits de manière différente? Tu vois, par exemple, est-ce que tu achètes tes fruits, tes légumes et autres au supermarché? Tu vas chez le primeur? Tu vas sur le marché chercher les produits des producteurs? Est-ce que tu pousses le vice jusque-là? Non, je pousse pas. Je fais attention à ce que je mange, mais je suis pas non plus dans ce que je peux appeler l'extrême à tout contrôler et tout. Hein. Je pèse pas du tout mes aliments, pas du tout. Non, j'achète quand je vais faire les courses au supermarché, je prends les légumes en même temps, les féculents et les yaourts au même endroit. J'ai pas le fromager, le primeur et tout. Je vais pas des endroits différents. Là, ça prendrait tout le samedi matin pour le coup. Et il y a séance de côte le samedi matin, donc je peux pas trop faut choisir. Il y a un bouquin qui est sorti il y a quelques années sur le batch cooking, j'ai oublié le nom, je l'ai à la maison en plus. En gros, sur le batch cooking, je sais plus quelle expression en français, le fait de cuisiner par l'eau, je crois, un truc comme ça. Tu vois de quoi il s'agit? Ouais, mais c'est le fait de cuisiner. C'est pas le fait de cuisiner tous les restes plutôt de la semaine? Ouais, c'est plutôt tu fais tes courses le week-end et puis le dimanche tu passes ta journée à cuisiner ou une bonne partie de la journée. Ouais, c'est ça. Tu prends 2-3 heures le dimanche et tu mets tout au congèle et après avant de manger tu décongèles et puis tu réchauffes quoi. C'est ça. Ok. Non, bah ça je fais pas du tout. Non, je décongèle pas du tout les plats au fur et à mesure. Je fais vraiment au jour le jour les repas quoi. Ok. Bon, ça va très bien. Vu qu'on était dedans, donc tu nous parlais un peu de tes recettes, tes trucs. Qu'est-ce que tu nous conseillerais? Parce que le truc, c'est que souvent, je pense qu'il y a un frein pour beaucoup de gens aussi. Ils se disent ouais, mais moi je dois cuisiner, ça me prend du temps. Alors oui, certes, ça prend du temps de cuisiner, mais en même temps, il y a moyen d'en gagner pas mal du temps. Tu disais la cuisson à la vapeur, c'est quand même vachement pratique. Le gros avantage aussi de la cuisson à la vapeur, c'est que, au pire, si t'es un petit peu distrait et que tu fais un autre truc en même temps, bon bah tes légumes ils seront peut-être un petit peu mous entre guillemets, mais ils seront pas cramés quoi. À moins que toute l'eau s'évapore, mais là il faut vraiment laisser longtemps quoi. Tu vois, ce que je veux dire c'est que tu les laisses dans une poêle, bon c'est cramé, tu dois les jeter quoi. Ouais, et puis surtout la vapeur c'est que tu conserves tous les nutriments et les vitamines parce qu'en fait t'as moins de pertes alors que par exemple quand tu vas cuisiner à la poêle, en fait, t'as des vitamines et des minéraux qui vont s'évaporer avec la vapeur ou qui vont rester dans la poêle, alors que tout ce qui est cuisiné à la vapeur, tu gardes en fait vraiment toute la qualité nutritionnelle de ton aliment. Donc ça, d'un point de vue nutritionnel, c'est aussi hyper intéressant de cuisiner à la vapeur. Et en effet, d'un point de vue pratique, comme tu dis, tu pelles tes légumes, tu les coupes, tu les mets à la vapeur et tu lances 35 minutes ta cocotte et en attendant tu peux faire autre chose quoi. Et en effet, t'as pas de risque que ça crame, tu t'en occupes presque pas quoi. Et alors même pour les plus paresseux d'entre nous, pour ceux qui veulent, il y a moyen aussi d'acheter des légumes surgelés. Oui, c'est vrai, ouais. Et donc en fait, t'achètes tes légumes surgelés, tu les tapes dans ta casserole à vapeur ou ton cuiseur vapeur, si t'en as un, et franchement ça va vite quoi. Surtout que la cuisson à la vapeur ça va vite en plus, donc je sais pas, en 5-10 minutes t'as quelque chose. Enfin en tout cas t'as tes légumes. Après tu te fais je sais pas du riz, des pâtes, du quinoa, un truc à côté, mais je veux dire c'est quand il y a quand même des. Même le riz, je m'en occupe pas, j'ai une machine à riz. Donc au final, le riz est dans la machine, donc tu fais des choses, elle sonne quand c'est fini et tu peux manger quoi. Exact, et on revient sur les habitudes, hein, mais sur les réflexes, les automatismes.
à partir du moment où tu sais que ça fonctionne comme ça et tu sais ce que tu vas te faire à manger et que tu te poses pas la question pendant 20 minutes avec quoi est-ce que je vais pouvoir combiner ça, en fait, ça va vite, quoi. Ouais, c'est ça, faut avoir... En fait, en gros, l'idée, ce serait d'avoir un stock de féculents, donc de graines, soit de pâtes, de riz, de la polenta, du boulgour, de l'épeautre, d'avoir des différents chez soi pour avoir un peu un mix, et le soir, arriver à en prendre un et faire avec les légumes qui restent dans le frigo, quoi. Comme ça fait une base de féculents, une base de légumes, et sans trop se prendre la tête, quoi. Juste avoir un stock sur lequel on peut tourner et varier les féculents, quoi. Ok, ça va très bien. Et pour rester dans le domaine de la nutrition, toi, t'as étudié ça parce que c'est quelque chose qui t'intéressait depuis toujours, ou bien c'était pour compléter ton sport? Comment est-ce que t'es arrivé dans ce monde de la nutrition? Ouais, c'est quelque chose qui m'intéressait en fait de vraiment comprendre. En fait, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. C'est vraiment, à moins de cas extrêmes, il y a des gens qui vont jeûner et tout, mais il y a vraiment, on est tout le temps en contact avec la nourriture. On en parle quasiment tous les jours. C'est quelque chose qui est omniprésent en fait pour l'homme. Et en fait, on a quand même très peu de connaissances quand on s'intéresse pas trop. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre à l'école. Des habitudes alimentaires, elles vont se mettre en place majoritairement à l'enfance ou à l'adolescence, mais avec le modèle des parents. Donc en fait, c'est pas forcément toujours ce qui est bien ou ce qu'il faut faire. Et donc en fait, moi, ça m'intéressait vraiment de savoir concrètement quand je vais manger du saumon, qu'est-ce que ça va m'apporter. Si je prends une poire, en fait, pourquoi on dit qu'il faut manger des fruits et des légumes? Parce que c'est bien beau de nous dire manger 5 fruits et légumes par jour, mais pourquoi en fait? Et en fait, tout ça, c'est des questions auxquelles ça paraît bateau quand on s'y intéresse un peu, mais on n'a pas forcément tous tout le temps les réponses, quoi. Donc moi, ça m'intéressait vraiment de savoir pourquoi mon corps il va avoir besoin de manger, pourquoi j'ai besoin de boire en fait, concrètement, quoi. Et donc après, au niveau cellulaire, métabolique et tout, il y a quand même plein de réactions qui se font. Et en fait, moi, j'ai appris énormément de choses sur le fonctionnement de mon corps, parce qu'après, je me suis spécialisée dans la nutrition sportive, du coup. Et encore plus à l'effort, donc en fonction des filières énergétiques du sportif, que ce soit explosif ou que ce soit un sport d'endurance, un sport porté ou artistique, en fait ça va pas du tout être les mêmes idées de ce qu'il va falloir manger, à quel repas, quelle fréquence et tout, donc en fait il y a vraiment plein de clés on peut essayer d'ouvrir avec la nutrition, avec l'alimentation, donc ça m'intéressait, et encore plus en étant dedans, il y a plein de choses à faire et à savoir, quoi. Ouais, parce que c'est vrai que c'est un truc qui est tellement basique, mais qui est de plus en plus, j'ai l'impression en tout cas, mis à part peut-être dans notre petite bulle de sportif où on cherche la performance et on a envie que notre corps il fonctionne bien, donc de bien l'alimenter. Mais sinon, j'ai l'impression que au global, c'est quelque chose qui a été de plus en plus écarté, de disant manger, ok, oui, c'est une nécessité, bon, il faut qu'on mange, donc on va manger, mais on fait plus trop attention, quoi. Et c'est comme ça aussi si on regarde mais il y a un chiffre qui m'a toujours marqué, hein, c'est le budget qu'on dépensait. C'est la proportion des revenus du foyer qu'on dépensait dans les aliments. Il y a un siècle, j'ai plus les chiffres exacts, mais pour donner un peu l'ordre de grandeur, il y a un siècle, ça devait représenter plus de la moitié du ménage, voire peut-être 80%. Et aujourd'hui, c'est moins de 20, quoi, un truc comme ça. Donc, alors certes, peut-être que le pouvoir d'achat a augmenté entre-temps parce que il y a eu de la croissance, etc. Voilà, mais au final, si tu regardes la qualité des aliments, elles ont quand même vachement été détériorées aussi. Enfin, je veux dire, on mange des trucs qui sont un peu vides, qui sont transformés, et ça se reflète aussi. On en a aussi déjà pas mal parlé sur le podcast, mais ça se reflète dans la santé publique, sur le nombre de maladies cardiovasculaires, etc., quoi. Et puis même là, en fait, aujourd'hui, avec l'inflation qu'il y a, tu regardes des fois le prix des fruits et des légumes, mais tu te dis, et moi des fois même je suis devant et je sais qu'il faut en manger, mais des fois tu te dis, mais là c'est vraiment cher, quoi. Et des fois il y a des choses qui c'est cher, ouais, mais à la fois, est-ce que moi je pense que on a l'impression que c'est cher parce qu'on s'est habitué en fait à avoir de la bouffe pas chère. Ouais, mais des fois tu vas regarder un paquet de gâteaux qui va être bien moins cher que 3 pommes, quoi. Du coup tu te dis, je vais donner quoi? Tu vois, une famille peut-être avec 3 enfants, en fonction des revenus et tout, des fois tu te dis, est-ce que je vais mettre 2,50 € dans 3 pommes, ou est-ce que j'achète un paquet de gâteaux à 1,20 €, où ils vont être plus contents et ça revient moins cher au final, quoi. Ouais, mais est-ce que j'ai besoin de m'acheter un iPhone à 1 000 €?
tu vois, alors que potentiellement il y a peut-être des téléphones à 200 euros qui feront a priori plus ou moins le même taf. Oui, parce que après, c'est où tu mets ton argent. Et à côté de ça, je vais pas acheter de tomates bio parce que ça coûte 4 euros la tomate et que je trouve que c'est trop cher, tu vois. Ah ouais, je suis d'accord. Bah là, après, c'est où tu veux mettre ton argent, quoi. Donc ça, c'est des... Ouais, où est-ce que tu mets tes priorités? C'est des débats qui sont... Ça dépend vraiment des points de vue et de ce que la personne veut faire de sa santé, quoi, aussi. Et l'alimentation parce que la nutrition pour la performance, en quoi est-ce que c'est fondamentalement différent de bien manger? Parce que je pense qu'il y a, tu vois, il y a on parle beaucoup de sport santé aussi, mais il y a le bien manger parce que c'est bon pour la santé et c'est une alimentation saine, et il y a l'alimentation pour la performance. Est-ce que pour toi c'est la même chose? Ou est-ce qu'il y a quand même une différence? Parce que quand tu cherches la performance, tu cherches à aller plus loin que juste avoir un corps qui fonctionne bien. Ouais, non, pour moi, il y a une différence entre l'alimentation santé, bien-être et l'alimentation performance. Et performance, ça va vraiment être en fait optimiser les repas en fonction de la prépa physique du sportif. Donc s'il a une séance, c'est un cycliste, un triathlète, enfin peu importe, s'il a une séance de course à pied, on va pas lui faire manger des lentilles avec des poivrons le midi, alors que le soir il a une séance, tu vois. Donc ça va plus être, alors que des lentilles avec des poivrons, concrètement pour le sport. Pour la santé et tout, ça peut être très bon parce qu'il y a plein de fibres, il y a plein de minéraux, micronutriments et tout. Mais pour autant, on va pas lui faire manger ça avant une séance, tu vois. Donc ça va vraiment être optimiser les repas et les apports énergétiques en fonction de son plan d'entraînement. Donc c'est vraiment propre en fait à chaque sportif en fonction de ce qu'il va faire. Et s'il va avoir une grosse séance d'intensité, après qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va peut-être mettre plus de protéines après une grosse séance d'intensité, alors qu'avant ça va plus être les glucides. Tu vois, on va plus jouer sur les 3 macronutriments, donc glucides, lipides et protéines, en fonction de son calendrier sportif, quoi. Alors qu'une alimentation bien-être et tout, on va plus être en effet sur des repas un peu types où il va falloir que ce soit cuisson peut-être à la vapeur, des fruits crus à la fin du repas, tu vois, du poisson blanc, des choses comme ça, quoi. Alors que concrètement, des protéines avant une séance d'intensité, c'est plus intéressant de mettre les protéines après la séance d'intensité qu'avant. Donc c'est des choses sur lesquelles ça il faut faire attention quand on veut vraiment être dans l'optique de performance et de progression. Et justement, pour ceux qui nous écoutent, tu aurais un petit tuyau, peut-être des moyens mnémotechniques pour savoir gérer tout ça, parce que évidemment pour toi ça tombe sous le sens. Pour Olivier et moi qui nous intéressons aussi un peu à ça, on comprend le concept, mais pour ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire justement pour éviter de faire des impairs, pour éviter de mettre les lentilles et les poivrons avant la séance d'intensité, sachant que comme tu dis, on va plutôt aller chercher les protéines après, donc les lentilles on va plutôt les placer après la séance d'intensité. Et avant, en tout cas le repas d'avant, on va plutôt aller chercher les glucides. Donc, est-ce que tu aurais des tuyaux peut-être pour nous aider, pour aiguiller les gens qui nous écoutent, pour ne pas faire d'impair et pour, alors même si c'est pas forcément de l'alimentation pour la performance sportive, parce que ceux qui nous écoutent sont pas tous à 2,42 au marathon, mais ça n'empêche qu'il y a des gens qui s'entraînent beaucoup et qui ont peut-être envie aussi de progresser grâce à leur alimentation. Ouais. En plus, là, ce que tu dis, c'est que en effet, c'est pas que la performance, c'est aussi l'aspect blessure et tout qui va être mis en avant. Donc c'est là les petits conseils, enfin les petites choses qu'on dit comme ça, c'est vraiment des choses qu'on peut appliquer à tout type de sportif, qui soit confirmé ou amateur, parce que j'ai pas de moyens mémotechniques, mais en fait le truc c'est vraiment le mieux, c'est de comprendre en fait que nous en tant qu'hommes, ce qu'on va quand on va faire un effort sportif, la filière énergétique principale, elle va consommer du glucose. Le glucose c'est des glucides. Donc en fait, si on arrive avec un stock déjà bas donc de glycogène, c'est la forme de glucose qui est stockée dans les muscles, en fait on risque d'être fatigué et pas bien sur la séance. C'est pour ça qu'il faut se dire qu'en fait, comme je vais consommer des glucides à l'effort, autant en apporter avant la séance. Du coup, si j'en apporte avant, je vais être consommé, je vais être bien sur ma séance, sur ma séance d'intensité. Et quand on fait du sport, ce qui est mis en avant, c'est la masse musculaire, tout ce qui va être le muscle. Le muscle, c'est des protéines. Donc, toutes les fibres musculaires, enfin pas toutes, mais en fonction du sport qu'on va faire, elles risquent d'être endommagées et il risque d'avoir ce qu'on appelle des micro-lésions musculaires. Donc, après la séance, comme j'ai tapé dans mes fibres musculaires, elles ont été utilisées et tout. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ça, c'est des protéines. Donc, j'ai abîmé mes protéines de mon organisme. Donc, comment je fais pour qu'elles soient réparées? En fait, j'apporte des protéines via l'alimentation.
Et donc, ces protéines que je vais apporter via l'alimentation, elles vont permettre au corps de récupérer plus vite, donc d'éviter de se blesser si le lendemain, je retourne faire un footing de 30 minutes, 40 minutes, où les fibres peuvent être un peu endommagées, et elles auront peut-être pas été bien réparées si j'ai pas apporté ce qu'il faut dans mon assiette. Donc pouvoir enchaîner les entraînements, et aussi que le muscle se resolidifie grâce à ce qu'on lui apporte. Parce que si j'abîme mes muscles dans mon corps et que je lui apporte pas de protéines, au final il va jamais se réparer. Donc il pourra jamais, ou alors il va. Bon, après il y a encore des mécanismes qui se mettent en place, c'est qu'il va s'auto-manger, si je peux appeler ça comme ça, entre guillemets auto-manger, pour aller rechercher des protéines dont il a besoin lui-même et se refabriquer des fibres musculaires. Mais là quand on arrive là, c'est qu'on n'optimise pas du tout. C'est qu'il y a mieux à faire en fait avant quoi. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'effort, je consomme des glucides. Donc avant mon effort, je prends des glucides. Et pendant mon effort, mes fibres musculaires, donc ma masse musculaire, c'est des protéines, vont être abîmées, endommagées. Donc après l'effort, je prends des protéines. En gros, c'est ça, je parle sur des séances d'intensité où il va y avoir, ou alors où il y aura un gros volume. Si je pars faire un footing de 30 minutes, il n'y a pas besoin d'autant réfléchir et de mettre autant de choses en place. Bon, je sais pas si j'ai bien répondu à ce que tu voulais, si c'est clair ou pas, mais dans l'idée, voilà quoi. Ouais, non, mais c'est très clair. Après, je pense que peut-être si on rentrait un peu plus dans les détails, ce serait préciser ce que c'est que quels aliments contiennent des protéines, parce que forcément les glucides, on voit bien les pâtes, le riz, tout ce qui est féculent, les pommes de terre et autres. Bon, évidemment, mais ça on n'en parle pas. Tous les sucres transformés, les bonbons, bon, ça c'est autre chose. Mais sur la partie protéines, voilà, les lentilles, ça en contient beaucoup. Si on va pas taper dans les viandes ou dans les poissons, quels légumes peuvent contenir des protéines? Alors après oui, donc pour les régimes végétariens, tu peux avoir tout ce qui est soja, tofu, le sétan, tout ça, ça peut être des sources de protéines. Tu peux avoir donc les légumineuses, ce qu'on disait tout à l'heure, les lentilles, ils vont contenir des protéines. Tu vas avoir tout ce qui est pois chiches, fèves, haricots rouges, haricots blancs. Après, donc il y a les viandes, poissons, comme tu as dit. Tu as aussi les œufs qui sont à prendre en compte. Tout ce qui est fruits de mer. Tout ça, ça va contenir des protéines, et ça va être le fromage aussi. Bon, le fromage, c'est bien le fromage en petite quantité quand même, parce que ça reste quelque chose qui est gras, mais ça contient quand même des protéines. Le fromage blanc, très bien le fromage blanc par exemple. Après une séance, en effet, il y en a qui vont prendre des shakers de whey pour ce qui contient des protéines, parce que c'est facilement assimilable. Tu peux aussi prendre du fromage blanc, parce que tu as une bonne quantité de protéines dedans, tu vas avoir de la vitamine D, du calcium. Donc ça c'est un aliment qui peut être intéressant chez le sportif. Ouais. Et du coup je voulais rebondir aussi sur ce que tu disais, les bonbons et tout. Ça en effet, donc ça va être des sucres qui vont être plus rapides et qui vont être assimilés rapidement dans le corps. Quand ça va arriver au niveau de l'intestin, ça va passer dans le sang et ça va être assimilé rapidement. Donc l'idée, ça, quand on veut en prendre, c'est plutôt en prendre pendant l'effort en fait, les sucres qui vont être ce qu'on va appeler rapides, parce qu'ils vont rapidement dans le sang. On s'appelle aussi sucre simples, ils vont être rapidement dans le sang. En fait, si tu veux, par rapport à des pâtes, riz, pommes de terre, la molécule de glucose, elle va être seule, et alors que dans les riz, pâtes et tout, ça va être des glucides complexes, donc il y aura plusieurs molécules de glucose. Et donc l'idée, c'est d'en prendre pendant l'effort. Par exemple, pendant un marathon, tu vois, les gels d'effort, ça va être des glucides simples, parce que ça fournit rapidement de l'énergie, quoi, par rapport à des pâtes que tu vas pas prendre pendant le marathon. Bref. La bonne vieille fraise Tagada qui fait plaisir sur le marathon de l'Ironman, ou le petit verre de coca sur un marathon, quand t'arrives à l'attraper, il va pas t'en mettre partout, quoi. Exactement, c'est vraiment ça. Sans vouloir trop se répéter, parce que je pense qu'on a déjà pas mal parlé de nutrition sur le podcast, tout en évitant quand même les fringales et les hypoglycémies réactionnelles, c'est ça? Ouais. Donc le principe étant que si on prend une grosse dose de sucre, on va avoir une hausse de la glycémie et donc un pic d'énergie. Sauf que ce pic d'énergie, il va redescendre. Et une fois qu'il redescend, il va redescendre en dessous de la normale. Et donc c'est là où en général on a ce qu'on appelle la fringale. Et donc on se retrouve dans des états d'hypoglycémie. Toi, à ce niveau-là, tu recommandes quoi pour éviter justement ce genre de choses sur des efforts longs? Encore une fois, si tu fais un 10 km, voire un semi-marathon, ça passe. Un marathon, c'est déjà un petit peu plus limite. Et puis dès que tu pars sur des efforts un peu plus longs, que ce soit en ultra ou en triathlon, ça devient un peu plus complexe et la nutrition commence à prendre un rôle de plus en plus important. Tu recommandes quoi, toi, pour ce genre de situation?
pour éviter l'hypoglycémie. Sur des efforts longs comme ça, tu vois, ce que tu peux faire, c'est que tu peux coupler en fait ce que tu veux prendre en sucre. Donc par exemple, ta fraise tagada, tu peux la coupler à autre chose, donc peut-être un petit truc de prot ou je sais pas quoi en même temps, pour justement que la glycémie ne monte pas d'un coup et que l'index. En fait, quand tu mets deux composantes en même temps, donc deux macros différents, par exemple des glucides et des protéines en même temps, l'index glycémique, ça va faire diminuer en fait ton index glycémique de ta fraise tagada. Instinctivement, parce que ça va être plus compliqué à digérer, enfin, ça va être plus de temps. Du coup, l'index glycémique diminue. En diminuant cet index glycémique, tu vas diminuer en fait ton pic d'insuline qui peut arriver, qui fait l'hypoglycémie réactionnelle, quoi. Donc ce que tu fais, c'est ça, et tu peux aussi alterner en fait. Tu vois, là je te dis de les coupler, mais ça peut faire trop pour quelqu'un de manger deux composantes en même temps. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas alterner. Là, je te parle vraiment sur un effort long. Hein. Tu alternes des glucides, des protéines, et à un moment, tu vas même prendre peut-être des graines oléagineuses ou quelque chose comme ça qui va être un peu plus gras pour vraiment alterner tes macros, quoi. Donc là, on est sur des efforts de 4 heures, 4 heures et quart quand même, hein, 4 heures et demie. Quelqu'un qui va mettre 2h30, 3h15, 3h30 au marathon. En fait, le sucre du gel va tellement être utilisé rapidement parce qu'il va être dans un effort intense qu'il y a peu de risque d'hypoglycémie réactionnelle, sauf si vraiment c'est quelqu'un qui va vraiment être à la limite. C'est quelqu'un qui va être à la limite, de vraiment ce qu'on peut appeler se prendre le mur au marathon et qui peut du coup là commencer à ressentir des frissons, avoir froid et tout. Donc là, dans ce cas-là, en effet, ce qu'il faut faire, c'est peut-être prévoir le coup et avoir autre chose que du sucre sur soi à prendre, quoi. Ouais, et en même temps, à partir du moment où tu commences à prendre du sucre, bah t'as plus trop le choix, faut que tu continues, quoi. Enfin, si tu veux rester dans ton pic. C'est le truc de l'hypoglycémie réactionnelle, quoi. C'est qu'une fois que tu vas être en bas dans l'hypo, va falloir reprendre du sucre pour remonter, mais faut pas trop en reprendre pour pas justement que ça redescende trop. Et c'est pour ça que peut-être ce qui est intéressant, c'est de coupler là quand tu sens. Après, faut être lucide et faut le sentir sur le moment du marathon. Donc c'est aussi quelque chose qui peut être compliqué, mais quelqu'un qui va avoir l'habitude et qui va peut-être sentir arriver les symptômes assez rapidement de l'hypoglycémie. Parce qu'on est quand même, quand on a une hypoglycémie, on est quand même moins lucide, le rythme est ralenti, on peut avoir froid, devenir un peu plus blanc, enfin voilà. Là, ce qu'il faut faire, ça va reprendre du sucre, mais en effet le coupler avec quelque chose d'autre, quoi. Donc peut-être ce que tu disais, des graines oléagineuses ou un truc, qui change des glucides, mais prendre en même temps des glucides quand même, quoi. Et on parle. En général, on dit on peut prendre jusque entre 50 et 100 grammes de glucides. Bon, ça dépend évidemment de l'organisme digestif de chacun, parce que voilà, chacun a ses sensibilités. Mais en général, on parle entre 50 et 100. Hein, c'est ça l'ordre de grandeur de glucides par heure. Ça dépend. Ouais, ça dépend du type de sport et de l'intensité aussi, quoi. Mais ouais. Sur de la course à pied. On est sur combien? Parce que moi, en tout cas, c'est les chiffres que j'ai en tête, mais pour le triathlon, sachant que en général, en natation sur un triathlon, tu manges pas. Course à pied, éventuellement un gel ou quoi, mais ça reste assez peu. Mais c'est surtout sur le vélo en fait que tu manges. Et comme le vélo est un sport porté, t'es un peu plus cool. Est-ce que en course à pied, tu parviens à ingérer autant de grammes de glucides par heure? Est-ce que c'est recommandé? En fait là encore une fois je peux pas donner une réponse tranchée parce que ça dépend vraiment de la personne. Il y a des gens qui vont consommer énormément de glucides à l'effort et donc dans ce cas-là ils le sentent. Il y a des gens qui l'organisme en fait leur métabolisme va faire qui crame en fait, qui crame vraiment beaucoup de glucides. En général ils le savent et ils s'en rendent compte parce que du coup t'es plus fatigué plus vite, des choses comme ça. Donc eux en effet tu vas pouvoir monter cette dose de glucides pendant l'heure. Par contre quelqu'un qui va avoir plus l'habitude, ça dépend aussi de ton régime alimentaire, hein. Quelqu'un qui va être basé vraiment sur des féculents, tous les repas, du coup le corps est habitué à avoir des féculents tout le temps. Donc oui, tu peux monter quand t'es en glucides à 70 grammes par heure, mais ça dépend vraiment des sportifs, de l'intensité que tu mets et de ton métabolisme. En gros, un gel, ça va être 25 grammes de glucides, quoi. Donc si t'en prends toutes les 20 minutes, tu vois, tu montes à 75 grammes. Et là, encore une fois, ça dépend de la personne et du type d'effort que tu fais, quoi. L'intensité. Et là, on parle justement de glucides, de la capacité d'absorption des glucides en termes de grammes par heure. C'est comme tout, ça s'entraîne, ça se prépare. Et justement,
quels sont les effets secondaires si t'en prends trop? Alors si t'en prends pas assez, on a compris, hein, tu peux te taper une hypo. Si t'en prends vraiment trop, tu peux te taper éventuellement une hypo réactionnelle. Mais si dans le cadre de ta préparation et de ton entraînement, tu commences à augmenter doucement les doses, est-ce que ça génère des problèmes intestinaux, des problèmes digestifs? Est-ce que, tu vois, sans rentrer dans l'hypo, qu'elle soit réactionnelle ou pas, qu'est-ce que ça peut faire de prendre trop de glucides d'un coup si t'es pas habitué? En fait, donc ça peut faire des troubles du transit déjà. Donc tu peux risquer d'avoir une diarrhée sur l'effort que tu es en train de fournir. C'est pour ça que c'est hyper important. En fait, ça fait vraiment partie de l'entraînement. Sur quelqu'un qui va préparer un marathon, sur ses sorties longues, tous les dimanches, de s'habituer à prendre un gel au moment comme le marathon, en fait, comme il va faire au marathon. S'il a prévu d'en prendre toutes les 40 minutes, sur ses sorties longues, il va commencer à prendre toutes les 40 minutes, donc 40 minutes, 1h20, 2h, au fur et à mesure, pour habituer son organisme à digérer donc justement ces glucides et pas pas choquer l'organisme le jour du marathon, à se dire tiens, j'ai lu il y a 4 jours qu'il fallait prendre 5 gels pendant le marathon, mais je les ai jamais testés pendant mes sorties longues. Donc là, c'est vraiment des risques à avoir une diarrhée et des problèmes gastriques. Donc s'entraîner, voir les gels qui nous conviennent en fait. Et oui, donc en fait, ce que je te disais, c'est que donc t'as des risques de problèmes de transit, parce qu'en fait, il y a t'as le sang en gros et l'intestin. Et toi, quand tu vas manger, donc tu vas prendre ton gel, ça va aller directement dans l'intestin et après ça va passer dans le sang. C'est l'absorption intestinale. Le truc, c'est que c'est deux milieux qui sont différents et ces deux milieux-là, ils essaient au maximum d'être, on appelle en homéostasie, c'est-à-dire qu'ils soient à peu près équilibrés au niveau des milieux. Si t'apportes à un moment beaucoup de glucides dans ton intestin, en fait ton sang va pas comprendre et ce qui va se passer c'est que tu vas perdre, en gros tu vas te déshydrater parce que ton sang au niveau de l'intestin, il y a de l'eau qui va aller dans l'intestin, du sang à l'intestin. Je sais pas si c'est très clair, pour aller diluer en gros les glucides qui sont présents dans l'intestin. Et c'est pour ça en fait que tu peux après avoir des problèmes digestifs parce qu'il y a trop d'eau qui va aller dans l'intestin et du coup ça va provoquer la diarrhée. Et coup double, c'est que du coup tu te déshydrates aussi parce que tu perds de l'eau qui était dans ton sang et qui allait hydrater tes muscles. Donc diarrhée et en plus déshydratation quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'entraîner et s'habituer à prendre ses ravitaux quoi. Justement, pour revenir sur la partie hydratation, juste sur les prises de gel, les prises de glucides, est-ce que toi tu conseilles de prendre un gel et puis de continuer et d'attendre de passer au suivant, ou plutôt de boire avant, boire pendant, boire après la prise de gel, de glucides ou d'autres aliments, où tu espaces justement le côté plutôt solide, si on considère qu'un gel ça peut être solide, et l'hydratation? Alors le mieux du mieux, l'optimal, ce serait de prendre les deux en même temps. Mais c'est quand même assez compliqué pour le pratiquer moi-même, enfin pour essayer de l'avoir fait. C'est compliqué parce que les deux mains sont prises, du coup on essaye d'un côté de prendre du gel, de l'autre côté de reprendre de l'eau, on en fout partout, enfin c'est pas hyper pratique. Du coup quand même le mieux c'est de prendre le gel avant le ravito, et après on arrive à l'eau et prendre l'eau directement après, mais qu'il y ait pas non plus 30 minutes entre les deux, hein. Que ça se fasse, on voit le panneau ravito à 200 mètres, on prend le gel et du coup juste après on a l'eau, comme ça, comme je te disais au niveau de l'intestin, t'as l'eau qui arrive et du coup tu risques pas de te déshydrater et de perdre de l'eau, du sang pour aller dans l'intestin quoi. Tu dilues en fait le sucre du gel et de toute façon il sera consommé ce sucre. Ok, super intéressant. Et toi, justement, pour revenir sur ta pratique, t'en es où de ta consommation de glucides? Parce que pour courir à 2,42, j'imagine que au-delà de l'entraînement physique, ça nécessite aussi un entraînement justement sur l'alimentation. Donc, t'es bien placé pour savoir comment gérer tout ça. Mais quels sont tes tips à toi? Où est-ce que tu en es? Alors au niveau des glucides, j'avoue je compte pas du tout, je pèse pas du tout mes glucides et tout, je sais à peu près ce que je consomme, ce que je mange et ce que j'ai besoin. Donc ce que je fais c'est que je fais vraiment attention avant mes séances d'avoir vraiment des féculents dans ma lunchbox, comme je te dis tout à l'heure, que je prépare. Donc ça je fais attention, et après tu vois typiquement ce matin j'avais une séance à peu près un volume entre 7 km 5 et 8 km. Du coup, j'ai une gourde en fait à côté de moi avec dedans une boisson isotonique, donc avec un peu de sucre dedans, qui va me permettre, comme je suis autour de la piste, je tourne autour de la piste, et au niveau des récup, je prends une petite gorgée pour remettre un peu de boost quoi dans l'organisme, le sucre, le boost. Voilà. Bon, après sur les sorties longues et tout, ça va être vraiment prépa marathon où je vais vraiment faire attention à mes prises de gel, que ce soit régulier, que ce soit comme je veux faire au marathon,
pour être le mieux possible quand je vais arriver le jour J, quoi. Il y aurait la partie effectivement gel. Le conseil qu'on donne très souvent, c'est avant de s'inscrire sur une course ou quand on s'inscrit, on regarde quels sont les éventuels sponsors alimentation pour savoir quel gel ou quelles boissons vont être présentes, quitte à là aussi ne pas choquer son corps. Donc si on est habitué à une marque, et ben si elle n'est pas dispo sur la course, qu'on garde ces produits à soi et éventuellement qu'on se ravitaille uniquement en eau et voire en coca si on a l'habitude. Toi, t'as un autre point de vue là-dessus ou c'est le conseil que tu donnerais aussi? Ouais, non, c'est ce que je donnerais aussi. En fait, c'est vraiment pas prendre quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. On va pas le prendre le jour de la course. En effet, quelqu'un qui prend du coca, peut-être qui prend du coca en ravito sur ses séances et tout, qui a l'habitude, il voit qu'il y a du coca le jour J, bah tant mieux pour lui. En vrai, c'est cool. Mais quelqu'un qui prend jamais de coca, qui n'aille pas s'aventurer à prendre sur le ravito du coca, parce que tu risques justement des problèmes gastriques, de pas le digérer, que ton corps est pas habitué. Enfin, vraiment, l'alimentation, ça se travaille à l'entraînement, donc pas faire n'importe quoi le jour J. Après, il y a des fois, donc j'ai déjà eu des patients qui en fait, tu t'es vraiment pas bien sur le moment et tout, tu sais pas quoi faire, bah tu tentes un truc, quoi. Si vraiment t'es en hypo, qu'il y a que du coca, que t'as pas du tout ta boisson, bah en effet, peut-être tu testes, quoi, pour éviter de limiter la casse, quoi. Mais sinon, pas le faire si t'as jamais testé et que t'es bien, tu restes dans ta ligne de conduite et tu continues comme ça, quoi. Parce qu'en effet, le truc des ravitaux sur les courses, c'est qu'on n'a pas forcément ce que je te disais, moi, ma boisson d'effort, que j'ai pris par exemple ce matin, le jour des ravitaux en course, je l'ai pas, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles faut essayer de faire au mieux, mais qu'on sait que on n'a pas trop d'impact au final le jour J, quoi. Et donc, vaut mieux s'entraîner avec ses gels et des choses qu'on peut porter sur soi, quoi. Il y a un autre point sur lequel je voulais revenir. Tu parlais tout à l'heure de ta lunchbox et du coup, tu m'as tendu une perche. Moi, je me suis souvent vu faire des entraînements parce que j'avais pas le choix juste après avoir mangé. T'as des conseils à donner à nos auditeurs sur l'entraînement après avoir mangé? Alors déjà, souvent tu pars, t'as le bide un peu lourd, un peu rempli. T'as peut-être pas forcément eu le temps d'aller aux toilettes avant, donc tes conseils, ils se porteraient sur quoi? Déjà, je pense sur le repas en lui-même, et puis est-ce qu'on part tout de suite après avoir mangé? Est-ce que c'est comme nager? Est-ce que c'est comme aller se mettre dans l'eau? On évite l'hydrocution, donc soit on y va tout de suite, soit on y va 3 heures après. Enfin, quels sont tes conseils, toi, en tant que professionnel et en tant que sportive? Bah déjà, si je le sais avant, par exemple, je sais que jeudi, je dois aller courir à 13h et que j'ai pas le temps de manger avant, bah en fait, anticiper vraiment le repas, donc prendre quelque chose qui va être très digeste, quitte à pas faire un vrai repas, quoi. Prendre des choses qui vont être liquides, donc par exemple de la compote ou des choses qui se digèrent vraiment, vraiment bien, mais en effet, faire un gros repas, un vrai repas avec féculents, viande et dessert, là l'estomac va vraiment être lourd et ça va être compliqué. Il faut pas s'attendre à faire des miracles et à être bien en fait sur la séance, quoi. S'il n'y a pas le temps d'aller aux toilettes, rien, donc c'est vraiment anticiper. Et si c'est pas anticipé, qu'on se rend compte que le soir il y a un imprévu parce que son enfant est malade et du coup je peux pas aller faire ma séance et je suis déjà en train de manger, ça va être diminuer vraiment la ration alimentaire, donc limite de moitié, quoi, par rapport à d'habitude, quitte à reprendre une collation en fait derrière vers 16h, si je peux aller prendre une banane et un fromage blanc, quoi. Du coup, plus en fait diviser le repas, je le divise, quitte pour pas faire un vrai repas en fait, parce que faire un vrai repas, il y a vraiment peu de chances que ça se passe bien, quoi. Donc au niveau des conseils, c'est diviser, réduire vraiment la quantité dans le repas et en prendre après. Faire une plus grosse collation, quoi, si les gens ont l'habitude de faire une collation. Oui, parce que souvent c'est un peu le chat qui se mord la queue. T'as pas le temps de manger, ou t'as pas le temps de faire les deux en tout cas, donc il faut que tu manges, mais t'as pas le temps de manger après, donc du coup tu dois quand même manger, mais après manger du coup t'es obligé d'attendre, et donc en fait ça devient compliqué. Donc le mieux c'est de manger un petit peu. Et puis essayer quand même malgré tout de manger un truc après, quoi. Ouais, le mieux, tu vois, moi quand je fais ça des fois, quand je te dis que j'ai 1h20 le midi de pause pour aller courir, ce que je fais c'est qu'en fait à la pause à 10h30 vers 10h30, je vais manger un petit truc qui va m'apporter un peu, tu vois, typiquement je vais prendre une pomme pote, un truc comme ça, et ça m'évite de passer une matinée de 5h30 sans manger et aller courir du coup presque pas à jeun, mais du coup pas avoir d'apport avant, et je mange du coup après il est tard, quoi, il va être vers 14h, mais du coup je mange après avoir fait mon footing ou ma séance, quoi. Mais donc apporter quand même un petit truc avant, quoi. Et tu parles justement de l'entraînement à jeun, parlons-en.
alors dans une optique de perte de poids, je pense que c'est souvent quelque chose qui est recommandé. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres avantages, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices à courir à jeun, à s'entraîner à jeun au sens large? Ouais, donc déjà, bon après ça va être mon point de vue, il y a plein de points de vue différents, mais faire des séances à jeun déjà, moi je suis pas pour, vraiment c'est des footings à jeun, donc pas au-delà de 1h15, 1h20. Quelqu'un qui est habitué, hein, parce que quelqu'un qui est pas habitué, il faut pas qu'il aille faire 1h15 à jeun demain matin. Ça c'est comme tout, ça se travaille en fait, donc passer par des paliers de 20 minutes, 25 minutes, 40 minutes. Et du coup, d'un point de vue progression, oui, ça peut être très très intéressant parce qu'en fait, on va à jeun, donc ça veut dire qu'on n'a pas mangé le matin. Je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais du coup, en fait, il y a la nuit qui est passée. Et le fait que la nuit soit passée, c'est qu'on a déjà, on va commencer le footing où on aura justement les stocks de glycogène qui seront pas au max. Et donc en fait, on va pouvoir travailler sur d'autres filières énergétiques. Et quand on prépare un effort long, type marathon, des ultras ou même un triathlon, ça peut être intéressant parce que le corps va être plus vite habitué à mettre en place une filière énergétique qui n'est pas liée au glycogène. Donc d'aller taper dans les lipides par exemple, c'est pas par exemple, c'est dans les lipides, il va être habitué plus facilement à aller dans cette filière énergétique que quelqu'un qui n'aura jamais fait de footing à jeun, et quand il va arriver au bout de 2h50 de marathon, bah là va falloir qu'il aille taper dans cette filière énergétique, et si le corps n'a pas été habitué avant, ça va être un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'un point de vue performance de ça. Aussi pour vider les stocks de glycogène et après les remplir. Quand quelqu'un va doubler par exemple, ça peut être intéressant de les vider le matin, les remplir. Enfin voilà. Ça après ça reste. Et ça tombe bien parce que ça nous amène justement sur ma question suivante qui portait sur les lipides. On a pas mal parlé des protéines et des glucides. On n'a pas parlé des lipides. Tu parlais aussi tout à l'heure des macros. Quand tu dis les macros, c'est les macronutriments par opposition aux micronutriments qui sont les sels minéraux, les vitamines. Et enfin, tu pourras peut-être compléter mieux que moi. Mais donc les macronutriments, c'est glucides, protéines, lipides. En fait, c'est les trois qui vont apporter de l'énergie. Les trois là, c'est des sources énergétiques où on peut trouver de l'énergie dedans. Alors que tout ce qui va être micronutriments, comme tu disais, vitamines, minéraux, ça va être le zinc, le magnésium, le fer, le cuivre, le potassium, sélénium. Tout ça, c'est des choses qui sont indispensables à l'organisme, mais qui n'apportent pas d'énergie. Donc ça va être plus pour tout ce qui va être les réactions métaboliques, quand tu faut fournir de l'énergie, des choses comme ça. On va avoir besoin à un moment de calcium, par exemple au niveau du système nerveux, on va avoir besoin à un moment de calcium, de choses comme ça. Mais ça n'apporte pas d'énergie pour autant. Mais par contre, si on n'en a pas, on n'est pas pour autant en bonne santé, quoi. On est en carence. C'est pour ça qu'il faut manger des ingrédients complets et primaires, je sais pas comment, bruts, et qu'on peut pas se nourrir effectivement juste de protéines et de glucides en poudre. Parce que sinon ça fonctionnera pas. C'est ça. Et il faut diversifier aussi son alimentation, quoi. Pas manger tout le temps. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que en fait, quand on parle nutrition, souvent c'est ce qui revient. On parle des micronutriments. On parle moins souvent des macros. Pardon. En général, on entend beaucoup parler des macronutriments et peu des micronutriments. Donc à faire attention. C'est d'ailleurs, on peut faire le parallèle avec l'agriculture. On parle aussi de macronutriments ou de micronutriments pour les plantes. Et donc quand on met du NPK qui sont les trois macronutriments principaux qu'on va retrouver dans les fertilisants chimiques, donc ça va effectivement donner de l'énergie à la plante, mais on va voir que le sol va s'appauvrir aussi après plusieurs années parce que justement on a donné que des macronutriments, on n'a pas les micronutriments qui eux proviennent d'éléments naturels, enfin qui auraient, si c'était des fertilisants naturels, quoi. Et donc on le voit très bien, et ça c'est intéressant de faire le parallèle, je trouve, parce que en fait il se passe la même chose dans notre corps, quoi. C'est que si on met que des macronutriments, au final on va avoir des carences, quoi. Mais surtout en fait au niveau des blessures, les micronutriments, en fait c'est surtout quand on va manquer de micronutriments qu'on risque de se blesser, tu vois. Par exemple tout ce qui va être fracture de fatigue, en fait ça va lier, alors pas tout, hein. Il va y avoir la contrainte qui est mise au sol, peut-être le type de chaussures, les mouvements et tout, mais en fait une fracture de fatigue, pour la solidifier on va demander du calcium et de la vitamine D. Donc peut-être qu'en amont, si on fait plus attention au calcium et à la vitamine D, peut-être qu'on limiterait les fractures de fatigue, tu vois. Pareil au niveau de ce qui va être les crampes souvent ça peut être lié au magnésium, tu vois. Donc peut-être que si quelqu'un fait plus attention avant au magnésium, moins de risque de crampes ou
ou de contracture, tu vois, des choses comme ça. Donc les micronutriments vont être hyper importants. Souvent on les utilise après pour soigner une blessure quand on est blessé, alors qu'en fait peut-être que si on les prend en prévention, on limiterait les blessures chez les sportifs, quoi. Il y a plein d'autres aspects que les micronutriments, hein, dans une fracture de fatigue et dans des choses comme ça, hein. Mais le fait est que quand on a une fracture de fatigue, on la soigne comment? On prend du calcium et de la vitamine D. Donc pourquoi pas la prendre avant, quoi. Tu vois, parce qu'en fait la vitamine D permet de fixer le calcium. Enfin, bref, les deux sont. Et dans l'absolu, est-ce que les compléments alimentaires, est-ce que c'est vraiment quelque chose dont on a besoin, ou est-ce que juste avec une alimentation saine et variée, on pourrait s'en passer complètement en tant que sportif, hein? Ouais. Bah du coup, encore une fois, ça dépend de la quantité de sport déjà, parce que quand quelqu'un va vraiment être une quantité de sport vraiment au niveau d'heures d'effort qui va être importante, là les compléments alimentaires, je vois pas pourquoi on pourrait s'en passer, alors que peut-être que la ration alimentaire va déjà être grosse, et finalement prendre de la vitamine C en complément alimentaire, ce sera plus simple que d'aller remanger un kiwi ou un agrume, tu vois. Donc là, oui, dans un point de vue où le sport est vraiment important, c'est un sportif vraiment qui pratique beaucoup. Par contre, quand ça va être du sport modéré, qui est pas fait extrême, voilà, l'hygiène de vie, si c'est bien, alors attention, hein, parce qu'il faut quand même que ce soit bien, que l'alimentation soit variée, que ce soit équilibré et tout. Là, normalement, il n'y a pas besoin de compléments alimentaires. Après, quelqu'un qui va être dans une grosse prépa, qui a pas l'habitude, et ben en effet, il peut enrichir en compléments alimentaires. De toute façon, au pire, ça partira aux toilettes. Donc, il va pas avoir trop de vitamine D, tu vois, d'un coup. Donc ça peut ne pas être, ça peut être intéressant, et si ça peut éviter des blessures, ça peut être intéressant aussi. Ça permet de mieux récupérer et tout. Des fois, mettre les compléments alimentaires, c'est bien, oui. Et ce que tu disais, du coup, on revient un petit peu à la question que je te posais tout à l'heure. Est-ce que une bonne nutrition qui est orientée performance peut être nuisible pour la santé? C'est possible. Enfin, à partir du moment où tu adaptes, si ton objectif est plutôt orienté performance que bien-être, on va dire, ça peut effectivement être nuisible pour ton organisme. Alors moi, ça, je le ferai jamais, quelque chose qui est nuisible pour la santé, même si c'est plus performant, je le conseillerais jamais à quelqu'un. Ce que je veux dire, je prends un exemple sur une course j'avais fait une course d'ultra à vélo qui était un mini ultra, hein, mais c'était 350 bornes sur une journée. Et j'étais parti sur le principe que j'allais prendre une boisson à l'effort avec, je crois que j'avais 80 grammes de glucides par heure ou un truc comme ça, et il fallait absolument que ma boisson à l'effort, j'avais un demi-kilo de poudre, et que je me fasse une ou deux gourdes par heure pendant 14 heures, quoi. Est-ce que ça, fondamentalement, c'était bon pour mon organisme? J'en suis pas certain. En tout cas, ça a servi à la performance. De toute façon, oui, je vois ce que tu veux dire, même dans le sens où par exemple, des gels, concrètement, c'est pas bon pour l'organisme si t'es pas sportif, quoi. Donc là, d'un point de vue, si t'es vraiment sur la compète et tout, oui, en effet, prendre du sucre comme ça va pas être bon pour l'organisme. Après, est-ce que ça va être nuisible? Je sais pas, parce que c'est quand même des choses qui vont te servir à l'effort, tu vois. Prendre des glucides, au final, ils vont être consommés tout de suite par ton organisme, parce que tu es sur un effort de 14 heures, et au final, il a besoin de quoi, ton corps, sur un effort de 14 heures? Des glucides que tu vas lui donner. Donc après, ça va être d'un point de vue, peut-être... comment dire, si on n'est pas en performance, oui, c'est nuisible de faire ça, mais là, t'es pendant ton effort, ton corps, il te demande quoi? Il te demande des glucides, donc au final, tu lui apportes ce qu'il te demande. Donc tu seras pas sur ce sera pas nuisible dans le sens là. Mais en termes d'inflammation, tu vois, en termes de digestion, je sais pas, est-ce que ça irrite pas un peu ton système digestif? Est-ce que c'est pas source de caries? J'en sais rien, tu vois. Est-ce qu'il y a pas des effets un peu secondaires au niveau de tout ça, après tout ce qui est, en général, tout ce qui est inflammatoire, c'est quand même des choses qui vont être industrielles, beaucoup quand même. Après les sucres, ça reste inflammatoire. Sûr, si tu manges que des fraises tagada, si je reprends l'exemple des fraises tagada, si tu manges ça sur ton effort de 14 heures, oui, ça va être nuisible, parce qu'en effet, tu vas faire des pics de glycémie tout le temps. Au niveau des caries, là, comme tu dis, tu risques, tu vas mettre du sucre tout le temps dans la bouche, et en effet, ça va être inflammatoire pour tout ce qui va être les intestins, quoi. Mais si tu varies et que, voilà, non, sur un effort, t'as besoin de glucides. Donc en fait, si tu veux terminer ton effort de 14 heures, oui, ça peut être un peu nuisible sur certains points, mais sinon tu le termines pas non plus, quoi. Ou dans quel état tu le termines, encore pire que si tu prends pas, quoi.
Oui, c'est peut-être le sport de haut niveau qui est nuisible avant la nutrition. Oui, peut-être que le sport extrême, en fait, enfin, le sport extrême, quand on pratique au bout d'un moment une certaine dose de sport, en fait, c'est déjà nuisible pour l'organisme pour plein de raisons, pour les articulations, les tendons, les os, tu vois. Donc après, ouais. Et ce niveau-là, à quel moment est-ce qu'on l'atteint? Bah là, c'est dur à dire, hein. Franchement, Toi, par exemple, dans ton cas, parce que tu fais du sport, tu fais du sport de haut niveau, t'as été championne de France marathon dans ta catégorie, c'était quoi? C'était espoir, c'est ça? Ouais, en espoir. En 2018, 2019? Ouais, c'est ça, 2018 et 2019. Donc, enfin, est-ce que toi, t'estimes que ta pratique du sport, elle a un impact nuisible sur ton corps? Après, encore une fois, hein, j'imagine, ça dépend à quoi tu le compares. Si tu dis, oui, mais si je compare ça à un mode de vie sédentaire, forcément, ça sera moins nuisible, mais... Ah, mais je pense que oui, parce que quand on voit les recommandations de l'ANSES et tout, on va recommander 30 minutes de sport par jour. Moi, des fois, je vais doubler ou même je vais tripler parce que je vais aller faire du vélo. Donc forcément, je pense que oui, c'est extrême et c'est trop pour le corps, tu vois. Après, parce que le sport fait aussi que ça crée du stress, on appelle du stress oxydatif. Ça crée des radicaux libres dans l'organisme. Ces radicaux libres, c'est des cellules vieillissantes en fait, qu'il va falloir enlever. Donc tout ça, c'est encore des choses. Des choses à enlever de l'organisme, des toxines à éliminer et tout. Enfin bref, donc oui, moi j'estime que c'est un peu trop, quoi. Bon, c'est pour ça qu'il faut un peu jauger avec les périodes de récup. Mais là, tu vois, à fond gommeux, faire courir tous les jours, 2 fois par jour et tout, en ce moment, oui, c'est un peu extrême et c'est pas forcément bon pour mon corps, pour ma santé, tu vois. Ouais, mais tu compenses parce que t'es en altitude. Ouais, du coup je vais moins vite, surtout. Et du coup, on s'est un petit peu écarté de ma question initiale, mais donc, quid des lipides? Ah oui, les lipides, oui. Donc les glucides, c'est avant, dans l'idéal, en gros, on a compris, c'est ton fuel, quoi. Les protéines, grosso modo, c'est pour réparer le stress que t'as causé. On simplifie, hein, mais grosso modo, c'est ça. Et les lipides là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Les lipides, ça va être plus entre deux, tu vois, donc plutôt à privilégier. Après, je pense, il y a plusieurs types de lipides, donc c'est là que c'est un peu complexe parce que t'as des lipides qu'on va dire, alors soit on peut les voir écrits AGS, c'est acides gras saturés, ou alors des acides gras insaturés. Donc déjà tout ce qui va être acides gras saturés, c'est ce qu'on va appeler aussi les mauvais lipides, parce que le fait qu'ils soient saturés, en fait, ils vont être, pour schématiser, ça va être un peu plus rigide dans le corps. Du coup, ça va être moins fluide. Alors que des acides gras insaturés, il va y avoir des insaturations. Et les insaturations vont faire que ça va être plus fluide au niveau des cellules et tout. Et donc, les échanges entre les cellules vont se faire mieux quand tu as des acides gras insaturés. Donc, acides gras insaturés, ça va être ce qu'il va y avoir dans l'avocat, dans les graines oléagineuses, dans le saumon, tu vas avoir pareil avec les oméga 3 et tout, l'huile d'olive, tout ça, ça va être des bons acides gras, des bons lipides. Donc là, tu peux les privilégier plutôt après l'effort. Et en plus, il y en a certains qui vont être antioxydants, donc justement les radicaux libres que je te parlais tout à l'heure, ils vont lutter contre ces radicaux libres. Donc les lipides, c'est pas du tout à proscrire comme des fois on peut entendre, il faut enlever les lipides de l'alimentation, ça fait grossir, nanana. Non, chez le sportif, justement, ils vont avoir un impact intéressant si on consomme les bons lipides. Encore une fois, c'est sûr que si tu prends des frites ou des choses qui sont frites, des beignets, des choses comme ça, c'est des lipides, mais c'est pas les lipides qu'on peut recommander, quoi. L'avantage du saumon, c'est que t'as aussi les antibiotiques qui vont avec. Voilà. Et du coup, quand tu parlais des liquides, des acides gras saturés, pardon, c'est quoi les exemples? Est-ce que tu vas avoir le beurre, la crème, tu vas avoir quoi en acides gras saturés? Souvent dans la viande rouge, ça va être des acides gras saturés principalement. En gros, tout ce qu'on dit en général, les frites, la friture, les croissants, les beignets, tout ça, en général, c'est ce qui reste considéré comme la malbouffe en général, tu vois. Donc, on les identifie assez bien, mais tu vois, si on va regarder par exemple la composition, je reprends toujours les graines oléagineuses parce que c'est quand même quelque chose qui est gras dedans. Tu regardes la composition des graines oléagineuses, donc c'est tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou et tout. Il va y avoir énormément de lipides dedans, parce qu'on peut aussi dire protéo-oléagineux, parce qu'il y a un peu de protéines dedans. Oléagineux, ça vient de oléa, c'est les graisses. Oui, ouais. Ouais. Et en fait, quand tu regardes, il va y en avoir beaucoup des lipides dedans, mais en fait, ça va être des lipides qui vont être intéressants pour l'organisme. Donc encore une fois, ça dépend vraiment de la composition dans l'aliment, quoi. Ok.
Tu parlais de viande rouge. Toi, tu consommes de la viande? Très très peu. Très peu, ouais. Mais plutôt que viande rouge, tu vois, j'en mange viande rouge, non, très peu. Et après, plus, du saumon, de la viande blanche, un peu, mais non, je vais plus prendre des œufs, des choses comme ça. Ok, et pourquoi? C'est par conviction, c'est par souci de performance, c'est quoi les raisons? Non, pas par souci de performance, parce que justement, la viande, c'est quand même quelque chose qui va être intéressant. Au niveau, en fait, la viande, poisson, œuf, c'est des aliments dans lesquels on va trouver les 8 acides aminés essentiels d'un coup. Donc je vais manger une cuisse de poulet, tout de suite, tu vas avoir mes 8 acides aminés essentiels. Acides aminés essentiels, c'est des protéines en fait. Je sais pas si c'est clair pour tout le monde ce que c'est les acides aminés. En fait, quand on parle de protéines, c'est un assemblage d'acides aminés. Le corps, il en a 8 qu'il peut pas fabriquer lui-même, qu'il peut pas synthétiser et qu'on est obligé d'apporter par l'alimentation. Et là où la chance qu'il peut y avoir, c'est que dans tout ce qui est viande, poisson, œuf, on trouve les 8 acides aminés dans un œuf, dans du saumon. Enfin, ils sont tous présents. Alors que quand quelqu'un qui va avoir un régime végétarien, va falloir faire ce qu'on appelle la complémentarité nutritionnelle parce que t'as pas ces 8 acides aminés présents dans un régime végétarien. Du coup, donc non, pour répondre à ta question, d'un point de vue performance, c'est intéressant de prendre de la viande, du poisson quoi. Après, viande rouge, ça reste quand même quelque chose qui est gras, donc privilégier la qualité. Si on veut manger des steaks, vaut mieux en privilégier peut-être un bon dans la semaine qu'en manger 3 au niveau de la qualité qui sont moyens quoi. Et pourquoi la qualité? Quand tu dis une viande de qualité, c'est quoi? Ça va plus être chez le boucher, tu vois, où il va y avoir l'animal, il y aura peut-être moins de médicaments, il aura peut-être été nourri moins de médicaments. C'est de la viande où la bête aura peut-être plus bougé, tu vois. On voit souvent des images dans d'élevage où au final les vaches elles vont pas bouger, elles vont être dans des enclos et tout, alors qu'une viande qui a bougé, qui a eu de la vie et tout, au final elle est plus riche en protéines parce que si l'animal a plus bougé, au final on mange son muscle. Du coup, si le muscle a bougé, du coup c'est de la viande qui va être plus riche en protéines, qui va être moins grasse qu'une viande qu'une vache qui a pas bougé, qui est restée statique tout le temps, tu vois. Ou qui a été nourrie peut-être pas avec les bonnes choses. Au final, une vache tu vas chez le boucher qui a mangé des bonnes choses, en fait tu vas manger ce qu'elle a mangé, donc autant que ce soit de la bonne qualité quoi, plutôt qu'elle a mangé un peu de la merde quoi, ou des médicaments, qu'elle soit nourrie aux antibiotiques, enfin. Sans compter l'empreinte carbone de la viande rouge. Mais c'est encore un autre débat. Ok, et tu disais du coup pour un régime veggie on parle de complémentarité nutritionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut c'est quoi les aliments principaux à mettre ensemble, ou plutôt les pièges à éviter pour quelqu'un qui voudrait se passer de viande, de produits animaux au sens large? Alors déjà, je vais rebondir tout de suite sur les pièges à éviter parce que c'est un peu le truc à la mode, c'est tout ce qui va être les steaks végés qu'on voit partout. Faut faire attention à la composition de ça parce que souvent il y a énormément de féculents dedans. Donc on va remplacer un steak. C'est encore pire. En fait, c'est surtout que dedans ça va être fait avec du boulgour, du quinoa et tout qui sont en fait des féculents. Donc ça prend pas du tout la place d'une protéine dedans, tu vois. Et quand dans l'esprit du consommateur, je vais prendre un steak végé, ça va m'apporter des protéines. Du coup, je vais mettre quoi avec mon steak végé? Je vais mettre des pâtes ou du riz. En fait, ça fait 2 fois des féculents. Et ça, c'est une erreur qui est assez commune en fait, mais c'est plus une erreur. C'est plus marketing que au niveau de la com du marketing. Ils font croire que tu manges un steak végé, donc tu vas avoir des protéines. Oui, mais c'est plus au niveau de la consistance ou du look, de la couleur, etc. Alors qu'en fait, mais au final, regarde la compo et des fois, l'ingrédient principal numéro 1, c'est boulgour, quoi. Ou céréales. Okay. Donc, voilà. Après, pareil, au niveau des laits, dans les pièges à éviter, les laits... Donc normalement, même maintenant, on n'a plus le droit de dire lait végétaux, hein. On doit dire des jus végétaux. Parce que en fait c'est pas du tout du lait, je veux dire, mais après moi la première, je veux dire, je vais prendre du lait d'amande. En fait c'est pas du tout du lait d'amande, c'est de l'eau avec le goût d'amande ou les amandes ont un peu trempé quoi. Mais au niveau de la composition, ça n'a rien de lait quoi, il y a pas du tout de prot, alors que si tu prends du lait de vache, il va y avoir des protéines, il va y avoir des vitamines C, il va y avoir du calcium, il va y avoir quand même beaucoup de choses que tu retrouves pas dans du lait d'amande. Donc souvent on veut faire la transition en se disant c'est bien pour plein de choses, hein, que ce soit écologique, pour les animaux et tout, c'est très bien, mais attention à pas se dire que du coup il y a les mêmes choses dedans. Il y a pas du tout les mêmes choses dans du lait
du lait d'amande que du lait de vache. Hein. Et tu prends du lait de soja, par exemple, parce que le lait de soja, en général, on dit qu'il y a les protéines, mais je sais pas, je connais pas les proportions. Du coup, il y en a bien moins. Il y a un peu de protéines, hein, c'est pas qu'il y en a pas, mais il y en a bien moins que dans du lait normal. Et surtout, comme ça va être des protéines végétales et pas animales, elles sont moins assimilées au niveau de l'intestin, quoi. Au niveau de l'absorption intestinale, ça se fait moins. Après, quelqu'un qui va avoir un régime végétarien, son microbiote intestinal va être un peu plus adapté à quelqu'un qui a un régime un régime carnivore, pardon. Du coup, en fait, au niveau du microbiote, ça va se faire qu'on va mieux assimiler les protéines d'origine végétale, etc. Le corps se met en place tout seul quand il va trouver des protéines, il va les absorber mieux que... Enfin, je sais pas si je suis claire, mais quelqu'un qui prend tout le temps du lait de soja va mieux l'assimiler les protéines du lait de soja que quelqu'un qui va prendre des fois du lait normal et des fois du lait de soja. Oui, ça c'est le corps qui s'habitue, un peu exactement. Comme quand tu dis, voilà, je m'habitue à courir à jeun, le corps s'habitue à courir à jeun et à l'épuiser dans tes lipides, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, pour revenir à la complémentarité nutritionnelle, qui était la question de base, donc en effet, quelqu'un qui a un régime végétarien ou vegan, donc il n'aura pas les 8 acides aminés tout de suite qu'il va pouvoir prendre. Donc c'est pour ça qu'on fait de la complémentarité. On va mettre 2 aliments ensemble qui vont mimer en fait une protéine animale et avoir les 8 acides aminés essentiels. Et donc ce qu'on fait, c'est que si tu veux, on va prendre les céréales d'un côté et les légumineuses de l'autre. Les céréales, donc tout ce qui va être épeautre, pas de riz, même les pommes de terre, au quinoa, on peut mettre le quinoa, mais le quinoa il est quand même pas mal au niveau s'il est consommé tout seul, même si on fait une complémentarité nutritionnelle c'est plus intéressant. Bref, le maïs, tout ça va être les céréales. Et de l'autre côté tu vas avoir les légumineuses, donc ce que je disais tout à l'heure, lentilles, fèves, pois chiches. Et tu vas prendre par exemple du riz et tu vas le mettre avec des haricots rouges. Et en fait là tu vas mimer une protéine animale. Parce que il va y avoir un facteur limitant dans le riz et un facteur limitant dans les haricots rouges. Et le fait de mettre les deux, tu n'auras plus de facteur limitant. Et c'est pour... Ok, donc dès que tu mélanges des céréales et des légumineuses, c'est bon, tu as tes 8 acides aminés. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin pas dans les mêmes quantités non plus. Hein. Te faire un apéro avec une tartine de pain au maïs où tu tartines dessus du houmous, ça fait pas le même effet que manger un morceau de saucisson. Bon, j'exagère. Je suis parti sur la charcuterie. Complètement. T'as raison. Si tu prends un plat dans ton assiette, tu fais un tiers de céréales, un tiers de légumineuses et un tiers de légumes, quoi. Et là, même si, en effet, au niveau des protéines, quelqu'un qui est végétarien et vegan, faudra qu'il fasse plus attention de manière générale. Alors, la complémentarité nutritionnelle, ça passe par là, avec d'autres petites astuces à droite à gauche, mais oui, au niveau des protéines, tu les assimiles moins bien, des choses comme ça. Hein. Il y a quand même des choses tu passes pas végétarien sportif, encore plus, tu passes pas comme ça, quoi. Ouais, mais donc du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu dois manger 2 fois plus ? Non, tu dois pas manger 2 fois plus, mais les protéines, tu dois faire plus attention. C'est plus ça. Les protéines, tu fais plus attention. Du coup, peut-être, des fois, tu vois, si t'es pas carnivore, tu manges peut-être, si t'es carnivore, tu manges peut-être que très rarement des lentilles, des pois chiches, des choses comme ça. Au final, ça va devenir la base un peu d'une alimentation végétarienne. Et après, tu peux prendre des choses qui vont être enrichies en protéines à droite à gauche, quoi. Des graines oléagineuses, tu vois, dans les régimes végétariens, ça se fait bien, quoi. Oui, des graines de chia, des choses comme ça. Au final, tu découvres d'autres aliments. Oui, et ça, je pense que apprendre ou plutôt réapprendre à cuisiner, je pense que c'est le plus gros frein pour passer végétarien, ou en tout cas pour réduire la consommation de viande, parce qu'aujourd'hui, malheureusement encore dans je pense la majorité des foyers dans nos pays. Imaginer un plat sans viande, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais ça, c'est quand même de plus en plus, tu vois, moi j'ai quand même pas mal de patients qui veulent diminuer quand même leur quantité de viande, mais qui ont quand même un souci. On reste quand même dans le milieu de la bulle du sportif et tout. Hein. Donc c'est pas non plus le reflet de la population mondiale du tout, hein, mais ils ont quand même le souhait de diminuer la quantité de viande pour tous les impacts écologiques ou autres qui peuvent y avoir. Mais qui savent quand même qu'au niveau des protéines, il va falloir faire quelque chose, quoi. Donc, comment je fais pour diminuer ? Je passe pas tout de suite végétarien. Qu'est-ce que je mets en place et tout, tu vois. Donc, il y a quand même Mais donc, en gros, comment est-ce que tu fais cette transition ? Déjà, tu l'as fait de manière progressive pour que tu t'habitues aussi, que tu apprennes à cuisiner ces nouveaux aliments, et 2, que ton organisme s'habitue aussi à les digérer, etc.
et puis que tu puisses en incorporer un petit peu tout le temps dans que ce soit du petit-déj à ton goûter, et voilà, essayer de rajouter un petit peu des protéines végétales un peu tout le temps, quoi, si je comprends bien. Ouais, c'est un peu ça, et surtout moi je vais le faire, comment je le fais, la transition je vais surtout déjà commencer par le soir, donc parce que le soir en général on va se coucher un peu après, donc la sensation de faim et tout elle est moins importante que le midi. Quelqu'un qui a l'habitude de prendre tout le temps de la viande et tout, faire la transition tout de suite sur le midi, je trouve ça compliqué. Alors ça c'est des méthodes d'approche qui peuvent être différentes de plein de personnes, hein, plein de diététiciennes. Moi le midi, si on fait la transition, je la commence d'abord par le soir, aussi d'un point de vue de tout. Parce qu'en général, quand tu passes végétarien, vegan, il y a quand même plus de fibres alimentaires qui vont être dans le corps et tout. Donc au niveau du transit, ça va un peu changer. Donc je la fais principalement le soir au début pour commencer. Parce que le midi, ça peut être plus compliqué pour quelqu'un qui va avoir l'habitude d'avoir tout le temps sa viande et tout. Au niveau de la satiété, les protéines, c'est quand même quelque chose qui est satiétogène, donc qui va nous permettre de tenir, avoir des repères un peu sur la journée de quand on a faim, plus faim. Et après aussi au niveau des fibres, il y a beaucoup de fibres tout dans ce qui est végétarien, vegan, et du coup ça va changer un peu le transit, donc c'est peut-être mieux de le changer plutôt le soir que le midi où il n'y a pas forcément si on est au travail et tout, ça peut changer un peu quoi. Ouais, moi j'ai fait une transition pour préparer mon défi, j'ai fait du jour au lendemain et c'est plutôt bien passé, mon corps s'est bien adapté. Par contre là que j'ai terminé mon défi, je remange un peu de viande, tout cet aspect social et la retransition est plus difficile, mais bon il va falloir se remettre à des bonnes habitudes une fois la rentrée passée. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos Alice. Toi au niveau alimentation, donc du coup t'es au top, forcément tu peux mettre en pratique tout ce que tu as appris et tous les conseils que tu délivres. Si justement on voulait rentrer en contact avec toi, si on voulait avoir plus d'informations, si on voulait faire appel à tes services, ça se passe de quel côté? Alors j'ai un site internet, mon site internet il est dans ma bio Instagram, donc sinon on peut aller comme ça. Sinon mon site internet en tapant Alice Michel, diététicienne, nutritionniste. Alice, le podcast s'appelle Devenir triathlète et on a l'habitude de poser la question à nos invités. Comment, à ton avis, devenir triathlète, peut-être en passant par la case alimentation? Peut-être en passant par la case alimentation, savoir bien gérer l'alimentation à l'effort, parce que triathlon, ça reste des efforts qui peuvent être longs. Donc en effet, en gérant bien son alimentation, on peut commencer à devenir triathlète et pouvoir aller de plus en plus vers la course à pied dans l'effort du triathlon. Super, écoute, je te remercie, on te remercie pour tous ces échanges, pour toutes ces infos. J'espère que vous avez pris des notes, chères auditrices, chers auditeurs, sinon vous êtes bons pour réécouter l'épisode. Je pense que on a fait un peu le tour là de tous les aspects importants de l'alimentation. On n'est pas passé par l'hydratation, du coup, quand même, un aspect très important de l'alimentation, c'est l'hydratation. S'il y a une chose à faire attention, en premier lieu, quand même, ça reste l'hydratation. Le corps est composé principalement d'eau, donc n'hésitez pas à boire. Tout le temps, avoir une petite bouteille avec soi, c'est quand même très important. Écoute Alice, on te souhaite une bonne continuation, on te souhaite bon courage justement pour tes échéances qui vont arriver, on te souhaite une bonne hydratation, une bonne alimentation et puis de passer la ligne en dessous des 2,40. Oui, merci, j'espère aussi. Merci à vous de m'avoir reçu, en tout cas c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous sur tous ces différents sujets. Oui, c'était très cool. Merci Alice, on te suivra du coup de près et puis Hermano, on se voit la semaine prochaine. Salut à tous. Super, ciao. Merci beaucoup, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.